Nous allons continuer de résumer cette méthode Change ma vie. Dans la première vidéo, nous avons vu en préambule les 8 principes. Nous avons un peu plus détaillé notre vie extraordinaire en abordant bien sûr nos clés de fonctionnement. Puis nous avons vu le pacte avec nous-mêmes, avec une bonne partie dédiée à la gestion de nos émotions. Puis nous avons abordé notre vision, cette notion de projet, pouvoir se projeter sur des choses concrètes et différentes clés pour pouvoir accepter cette vision et pouvoir vraiment l'ancrer comme un vrai projet de vie. Et nous allons maintenant aborder la clarté. En gros, on va voir comment être clair sur nos ressources, nos compétences, tout ce dont on va avoir besoin pour pouvoir se mettre en action sur notre vision. Donc notre vision est claire et maintenant on va se mettre en mouvement. Car sans mouvement, pas d'action, sans action, pas de changement, et sans changement, pas de résultat. Alors on va aborder quelles actions, dans quel ordre et comment se lancer. C'est ce que l'on va appeler la clarté, surmonter le flou, l'indécision, la peur, le doute, etc. Cela va nous amener à créer un plan d'action clair. Première étape, on va choisir un premier domaine de vie. On a développé 3 domaines et on va en retenir un seul. Déjà car le plan d'action sera plus rapide que si on aborde plusieurs domaines en parallèle. Et on pourra constater les premiers progrès assez rapidement et cela pourra nourrir la motivation et la confiance pour poursuivre la démarche et reproduire les progrès dans d'autres domaines. Étape 2, on va identifier différents objectifs possibles. Par exemple, on va chercher à savoir ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous reste à construire, qu'est-ce que l'on doit changer, etc. Étape 3, on va choisir un premier objectif sur lequel on va concentrer nos efforts et cet objectif devra être à la fois attractif, accessible et relativement direct. Étape 4, on va déterminer notre niveau d'engagement, quelles ressources, temps, argent, charge mentale, émotionnelle, etc. suis-je prêt à investir pour poursuivre cet objectif. Étape 5, on va noter toutes nos idées et toutes nos questions. On va noter toutes les idées d'action qui pourront nous mener à l'objectif. En étape 6, on va planifier nos premières actions. On va déjà faire le tri de tout ce qui a été écrit, car on n'aura pas besoin de tout faire tout de suite. On va chercher les actions qui demandent le moins d'efforts et qui auront le plus d'impact. En étape 7, on va pouvoir se mettre en action. On va garder ce plan d'action à portée de main et le relire régulièrement. En étape 8, on va célébrer, évaluer et ajuster. Cette étape est la plus souvent oubliée. On est invité à célébrer, à se féliciter. Cela va entraîner une récompense émotionnelle qui crée une boucle de renforcement et nourrit notre énergie et notre motivation pour continuer. Puis on va évaluer, on a forcément gagné en connaissance et en expérience. Et il s'agit d'évaluer et non de juger. Puis enfin, on va ajuster grâce à l'évaluation pour pouvoir renforcer ce qui fonctionne, corriger le reste et intégrer de nouvelles idées. Paragraphe suivant, on aborde le bon carburant pour agir. Et on a besoin d'apprendre à l'identifier. On a déjà identifié les freins, du genre « je risque de me planter ». Et on se rappelle qu'on va déjà accueillir, puis décoder, puis mobiliser d'autres émotions pour nous mettre en action. Maintenant, on parle de motivation. On se rappelle que dans tous les cas, on a besoin de la clarté de notre objectif et de son utilité. Puis de connaître les niveaux de compétences et de ressources qui lui sont adaptés. Ça se résume en « je sais quoi faire, je sais pourquoi je le veux, et je sais ce qu'il faut pour le faire ». Et là, on est invité à prendre notre carnet. Si la motivation fléchit, on va se poser les 3 questions. Quoi, pourquoi, comment. Alors, il y a d'autres émotions pour rester en action. Par exemple, l'engagement, la pensée du type « j'ai dit que j'allais le faire et c'est important pour moi de tenir mes engagements ». Cela s'appuie sur notre intégrité et le regard que l'on se porte sur nous-mêmes. Il y a aussi la confiance, avec des pensées du type « tout va bien se passer ». On est invité à prendre notre carnet et se poser les questions suivantes. En quoi suis-je équipé pour aller au-devant de cette situation? On pourra faire appel à la persévérance en se disant « c'est difficile en ce moment, mais si je soutiens mes efforts, ça finira par payer ». C'est très utile quand on est au milieu du gué et qu'on a du mal à évaluer nos progrès. On fera aussi appel à la curiosité en se demandant par exemple ce que telle action va donner. Ça ouvre la porte à l'expérimentation et à l'apprentissage. Et une autre question qu'on peut se poser,
Qu'est-ce que je pourrais apprendre de nouveau et d'excitant si je réalise cette action? Après, on nous met en garde contre les fausses alliés, comme par exemple la peur, qui est un puissant carburant si on est en danger. Alors quand on est face à la peur, on va déjà l'accueillir, on va identifier ce qui nous effraie, on va rediriger ensuite l'attention sur ce que l'on souhaite obtenir ou créer, plutôt que sur ce que l'on cherche à fuir ou à éviter. Il y a aussi l'urgence, qui peut être puissante, désagréable, fatigante et pourrait limiter nos capacités mentales. Et c'est souvent la peur d'arriver trop tard. À ce moment, on va mobiliser une émotion de confiance et de concentration. Il peut y avoir aussi la combativité, avec par exemple, cette personne est contre moi et je veux lui montrer qui est le plus fort. Et bien ça peut signaler qu'on est décentré de notre propre existence et action, et qu'une autre personne a pris le rôle central. Mais alors pourquoi dépenser des ressources qui ne nous donneront pas satisfaction et qui nous détournera de notre objectif? Alors attention à ces émotions qui sont des fausses alliées. On va essayer de s'affranchir des schémas de pensée qui les suscitent et d'adopter une autre perspective. Dans le paragraphe suivant, on aborde les obstacles à l'action, avec des petites phrases du type « Je ne suis pas sûr d'en être capable » et « Si je me trompe, que vont penser les autres ?» Tout ça risque de nous amener vers du surplace. Et c'est encore déclenché par la partie primaire de notre système cognitif, celle chargée d'assurer notre survie. Et l'idée, ça va être de faire appel à la partie évoluée de notre système cognitif, cette partie capable de se projeter dans le temps, de mettre les défis en perspective. Puis on va détailler plusieurs peurs, avec la peur de l'incertitude, toujours cette histoire de survie. Eh bien on va se tenir idéalement à ce que l'on sait déjà, à ce que l'on sait déjà faire, puisque cela nous a permis de rester en vie jusqu'ici. Et attention au risque de se lancer dans toujours plus de formations et d'autres apports de compétences et ressources pour se sentir enfin totalement sûr. Il peut y avoir aussi la peur de perdre le contrôle, en cherchant en permanence à contrôler notre environnement, y compris celui de ceux que nous aimons. La crainte de perdre le contrôle nous bloque souvent dans les actions qu'on aimerait entreprendre. Cependant, le seul contrôle dont nous disposons réellement, c'est sur notre façon d'aborder le monde, les événements et les gens qui nous entourent. Il peut y avoir aussi la peur de gâcher des ressources. La plupart des ressources sont en quantité finie et notre système cognitif nous pousse à l'économie. Cela nous dit que l'on ne doit pas en dépenser pour rien. Sauf qu'on ne le saura qu'a posteriori, et encore en mettant de côté les apprentissages. Il peut y avoir aussi la peur du jugement et de la honte, car nous sommes des êtres sociaux, et on doit garder notre place au chaud dans le groupe. Et s'il y a un risque de jugement et ou de rejet, à ce moment-là, il y a une alerte qui se déclenche. Alors quelle solution? Eh bien déjà apprendre à reconnaître les moments où l'on se limite par peur du jugement des autres. Et 4 distinctions seront utiles pour surmonter la peur du jugement. Distinction numéro 1. Le jugement que l'on craint de recevoir des autres est toujours une projection de quelque chose que l'on pense déjà de nous-mêmes, de façon plus ou moins consciente. Distinction numéro 2. Les jugements que les autres pourraient formuler à notre égard prennent leur source dans leurs propres craintes et leur jugement d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils s'inquiètent de leur propre acceptation par le groupe qu'ils sont très attentifs à ce que font les autres, et nous en particulier. Ces jugements en disent donc beaucoup plus long sur leur vie intérieure que sur nos actions extérieures. Distinction numéro 3. On surestime largement l'espace mental que les autres allouent à l'observation et au jugement sur ce que l'on fait. Et comme on est au centre de notre vie, comme on pense à nous et à nos actions du matin au soir, on imagine que les autres pensent à la même chose, à nous et à nos actions. Mais bien sûr, ils pensent majoritairement à eux et à leurs actions du matin au soir. Enfin, distinction numéro 4, quand bien même certains membres de notre entourage passeraient une large part de leur temps à décortiquer ce que l'on fait, soyons sûrs d'une chose, ils ne vivent pas l'existence épanouie et accomplie que l'on a envie de vivre. On peut aussi se trouver face à de l'impatience en se demandant « mais elle est où la touche avance rapide ?» Alors est-ce de l'impatience ou de l'enthousiasme ou de l'excitation? Attention à l'impatience qui peut entraîner une difficulté à mobiliser nos ressources, entraîner des frustrations et des pertes de temps. Maintenant, on aborde le perfectionnisme, ce système de pensée qui consiste à n'accorder de valeur qu'à ce qui nous semble parfait. Et en général, le ressort du perfectionnisme, c'est l'insécurité et la peur, car personne ne pourrait nous aimer dans nos imperfections. Seulement voilà, parfait pour qui? Selon quels critères? Des critères souvent laissés très flous. Puis on nous donne des conseils pour apprivoiser la peur. La peur peut nous bloquer si l'on pense qu'il n'y a que 3 choix. Soit l'arrêt,
soit l'attente, soit le passage en force. Et attention, ce n'est pas un ennemi à abattre, on ne va pas chercher à la bâillonner. On va déjà l'explorer pour comprendre de quoi elle est faite, en identifiant les risques réels, puis en mettant en place des actions pour s'en prémunir, et enfin en prévoyant des solutions si cela ne se passe pas comme prévu. Voilà, on a à présent toutes les cartes en main pour ce pilier essentiel de clarté. On sait se fixer des objectifs clairs et attractifs, on sait constituer un plan d'action efficace et réaliste, on sait aussi comment mobiliser le bon carburant pour agir, on sait identifier et surmonter les obstacles et notre passage à l'action. Voilà, c'est déjà beaucoup, mais ce n'est pas tout. Car maintenant que l'on est en mouvement, l'enjeu va être de rester en mouvement sans s'épuiser. Et il nous faudra donc apprendre à nourrir notre élan, qui sera le sujet suivant. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre cette chaîne pour la supporter et accéder à des versions longues des résumés. Voilà pour le résumé de cette partie.